publiera le rapport national sur la situation des droits humains en Haïti. Tous les cas mentionnés ont été l'objet d'enquête de la part de la direction centrale de la police judiciaire. Une fois le dossier dans le circuit du pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif n'a aucune autorité pour intervenir. Grâce à la formation que les policiers des Nations Unies, ils font preuve de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs interventions se font toujours dans le respect des règles d'engagement. Quand il y a des dérapages, ils sont référés à l'inspection générale pour les suites nécessaires. Il faut aussi mentionner que souvent, des gangs se déguisent en manifestants et journalistes pour attaquer nos policiers en service. C'est dangereux pour le policier et pour les manifestants pacifiques. Mon administration veut améliorer son score 83 sur 189 dans le prochain index mondial sur la liberté de la presse. C'est pourquoi nous restons ouverts aux journalistes. Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le Président, vous avez noté dans le rapport les appels d'une partie de l'opposition politique à la démission du président de la République. Avant la fin de mon mandat constitutionnel qui se termine le 7, cette demande qui avait été formulée lors du dialogue à l'annonciature apostolique en janvier 2020 pour forcer un coup d'État, la peur des élections et des bulletins de vote de la population explique cette tentative de coup d'État pour installer une transition sans la volonté populaire. Les résultats des 6 dernières élections organisées en Haïti démontrent que la grande majorité de ces acteurs politiques n'arrivent jamais à passer la barre des 1%. Le grand défi pour tous, c'est comment construire une démocratie avec des acteurs politiques qui ont peur des élections et des résultats du vote populaire. Comment construire une démocratie avec des acteurs capables de bâtir une coalition pour devenir une alternative. J'ai gagné du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, ce refus systématique de l'alternance politique par la voie des urnes constitue une source de tension permanente dans le pays. En plus qu'il remet sérieusement en question l'option que le peuple haïtien avait faite pour la démocratie pour sortir de la dictature en 1987. Nous faisons face à une opposition politique qui est dépourvue d'alternance démocratique et de tout projet de société crédible pour la population des villes et des campagnes. Je veux parler de cette opposition radicale. Elle rejette la voie électorale pour accéder au pouvoir. Si nous avons tourné le dos à la dictature pour embrasser la démocratie comme régime politique, nous nous devons de nous en soumettre à toutes ces exigences. L'élection est l'une des règles fondamentales de la démocratie. Un élu doit être remplacé par un autre élu. Nous voulons et devons travailler pour la sauvegarde des acquis démocratiques. La transition est toujours profitable à une oligarchie politique et économique qui aime bien nager dans les eaux, comme je l'ai dit souvent. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, dans le strict respect du mandat constitutionnel de 5 ans qui m'a été accordé par le peuple haïtien, et depuis ma prestation de serment le 7 février 2017, j'ai toujours pris l'engagement de garantir la stabilité politique, de changer durablement les conditions d'existence de la population et de paver la voie au développement socio-économique durable de la nation. C'est dans cette perspective que je poursuis les réformes structurelles et institutionnelles indispensables à la consolidation des acquis démocratiques, à la préservation de l'état de droit et la réforme en profondeur de l'État afin que celui-ci soit enfin au service de la population tout entière et non d'un petit groupe. Le processus de réforme constitutionnelle en cours et l'organisation des élections à tous les niveaux au cours de l'année 2021 en vue du renouvellement du personnel politique et d'assurer l'alternance démocratique le 7 février 2022 participent de cette démarche. Le référendum et les élections de septembre prochain seront en effet l'occasion de faire avancer de manière décisive le processus de démocratisation en cours dans le pays.
La mise en place du nouveau conseil électoral provisoire selon les critères établis dans la Constitution a constitué une étape importante vers la réalisation de ces élections. Et selon le calendrier électoral proposé par le conseil électoral provisoire, le référendum aura lieu en juin prochain et le premier tour des élections se tiendra le 19 septembre 2021. J'ai bien noté les inquiétudes exprimées par le secrétaire général dans son rapport en ce qui concerne la fragilité de l'environnement politique, les conditions de sécurité ainsi que les difficultés d'ordre logistique et financier. Les administrations précédentes ont connu des situations similaires et ont quand même délivré. Mon administration et le gouvernement entendent tout mettre en œuvre pour améliorer le climat sociopolitique de façon à assurer le respect des échéances et que les élections puissent être dans des conditions optimales et avec la participation la plus large possible des candidats et des électeurs. Le gouvernement haïtien a déjà apporté 20 millions de dollars dans le basket fund. D'ici le mois d'avril, 20 autres millions de dollars seront à nouveau apportés par l'État haïtien. J'en profite pour remercier la communauté internationale, notamment les Nations Unies à travers le BINU, pour son soutien au processus électoral en cours dans le pays, exprimé par la signature le 21 janvier dernier du protocole d'appui technique et financier au processus électoral. De même, la réforme constitutionnelle que l'ensemble du pays réclame est en train de devenir une réalité avec la création du comité consultatif indépendant de 5 membres chargés de superviser l'élaboration de projets de constitution qui fait l'objet de consultation au niveau de la population avant d'être soumis à un référendum les mois à venir. Le peuple haïtien est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. La nécessité d'une nouvelle constitution s'est fait sentir depuis très longtemps. Comme il a été souligné dans le rapport du BINU, la constitution de 1987 amendée en 2012, actuellement en vigueur, est une source d'instabilité politique et constitue un obstacle majeur au développement du pays. C'est un fait et cela reste une constante dans le discours de tous les acteurs de la vie nationale. C'est un projet du peuple haïtien qui aspire à un changement véritable. Plus de 86% de la population aspire à une nouvelle constitution, selon les 2 derniers sondages d'opinion. Excellence, I'm very sorry to interrupt you. Your intervention has so far lasted 25 minutes. I'd be very grateful if you would now bring it to a conclusion. Thank you very much, Excellency. I give you the floor again. Merci. Je dois vous dire que je suis à mes 2 derniers paragraphes. Ce sera une bonne chose pour moi si vous pouvez écouter les 2 derniers paragraphes. Et je voulais justement vous parler, au début de mon mandat, j'ai déclaré sans embâche que mon objectif était de mettre en place les bases pour le développement socio-économique d'Haïti et finir une fois pour toutes avec cette longue période de transition que le pays traverse depuis la fin de la dictature en 1985, il y a 35 ans. Ainsi, mon gouvernement a lancé les grands chantiers susceptibles d'amener un changement substantiel et durable au pays et dans la qualité de vie de notre population. Routes, électricité, agriculture, environnement, réforme administrative, tout cela avec les faibles ressources et taxes des citoyens. Je sollicite ici l'appui technique et financier de nos partenaires pour avancer plus vite. Et je dois vous dire, mesdames, messieurs les membres du Conseil, il faudra du temps et de la patience pour instaurer une paix et une sécurité durable qui a subi depuis des décennies des traumatismes et des chocs avec l'appui constant du Conseil de sécurité et de la communauté internationale dans son ensemble. Nous sommes persuadés que nous pouvons avancer dans la marche vers un avenir pacifique et prospère pour tous. Je vous remercie. I thank His Excellency, Mr. Moise, for his statement. I now give the floor to those council members who wish to make statements, and I give the floor to the representative of the United States. Thank you, Mr. President, and thank you, Special Representative Lalim, for your updates on the situation in Haiti
and for the extent. Merci de nous avoir rappelé le besoin urgent de nous concentrer sur les difficultés que connaissent les jeunes de Haïti. Président Moïse, nous vous souhaitons la bienvenue au Conseil. Nous vous remercions de votre participation aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais commencer par quelque chose que nous connaissons tous. Les élections doivent avoir lieu en octobre 2019. Et les membres du Conseil, à maintes reprises, ont demandé aux acteurs politiques de se réunir, de mettre de côté leurs points de différence et de trouver un moyen pour ensemble surmonter les difficultés les plus urgentes. Mais ils ont choisi de ne pas prendre cette voie. Mais la responsabilité à terme pour créer une atmosphère propice à des élections justes et libres, et pour organiser ces élections, cette responsabilité incombe au gouvernement. Les États-Unis sont inquiets de cette période qui perdure de politique par décret Haïti. Ceci doit être nécessaire seulement pour la sécurité et néanmoins, toutefois, récemment, des actions unilatérales renvoyant 3 juges, en nommant 3 autres, et des décisions pour réduire une agence indépendante. Ceci va à l'encontre du renforcement des institutions démocratiques haïtiennes. Une fois encore, nous exhortons le gouvernement de tenir des élections législatives aussitôt que possible pour rétablir le rôle constitutionnel du Parlement, le peuple haïtien et ses institutions. Nous reconnaissons la grande tâche qui doit être encore effectuée. Néanmoins, 2021 doit être l'année des élections et législatives et présidentielles en Haïti. Parallèlement, nous saluons le gouvernement d'Haïti pour la décision prise en septembre d'augmenter le budget de la police nationale qui a beaucoup souffert d'un manque de ressources. Malgré cette augmentation, axée sur la police. Néanmoins, la violence des gangs continue d'être un problème. Elle a augmenté de plus de 200% en 2020. Le taux d'homicide va croissant également. Nous exhortons les autorités à redoubler d'efforts pour enquêter, poursuivre les crimes violents, y compris la violence sexuelle et sexiste, pour renforcer les pratiques policières et renforcer les droits de l'homme des résidents. Nous sommes inquiets également du manque de responsabilisation face aux atteintes et violations des droits de l'homme. En décembre, les États-Unis ont sanctionné 3 anciens responsables haïtiens conformément à la loi sur les droits de l'homme, suite des attaques passées où 71 personnes avaient été tuées. Avec l'assassinat de Dorval notamment, et il est donc urgent de mettre un terme à l'impunité. Il faut protéger le citoyen contre la violence. Il faut une police effective, efficace. La mise en œuvre d'une stratégie nationale suite en cas de crime grave avec le soutien nécessaire est une chose qu'il serait bon d'envisager. Les États-Unis promeuvent la mise en place d'un secteur judiciaire crédible, indépendant en Haïti. Nous sommes inquiets des décrets qui sapent l'indépendance de la branche judiciaire. Ceci continue de nuire au fonctionnement de la justice et ceci nuit aux audiences. Un secteur judiciaire qui fonctionne dûment, c'est essentiel pour mettre un terme à l'impunité, à la corruption et pour réduire le niveau très élevé de détention. Tout cela intervient dans le cadre d'une dégradation économique aggravée par la pandémie. L'instabilité économique conduit à une insécurité alimentaire et ce qui sape les progrès du développement. Et cela aggrave une situation humanitaire déjà grave. En janvier,
les États-Unis ont annoncé une aide de 7,8 millions de dollars à Haïti pour financer un programme d'aide dans l'éducation, le secteur sanitaire, l'agriculture, etc. Et avec le gouvernement d'Haïti, la société civile, nous continuerons de travailler pour le développement durable et aider le peuple haïtien sur la voie de l'autosuffisance. Je conclurai en répétant le besoin de mettre un terme à la politique par décret. C'est seulement via la présence d'un gouvernement démocratiquement représentatif que l'on peut traiter des violations et atteintes aux droits de l'homme. Les États-Unis seront aux côtés d'Haïti pour un avenir meilleur. Merci. Je remercie le représentant des États-Unis de sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de la Norvège. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire général ainsi que la représentante spéciale, la LIM, pour l'exposé et les mises à jour ainsi que les recommandations concrètes qui figuraient que nous appuyons. Je remercie également Madame Rock d'avoir fait part de son expérience au Conseil de sécurité ainsi que le président Moïse de son allocution. Monsieur le Président, la situation politique tumultueuse en Haïti qui ne cesse d'évoluer est inquiétante et nous rappelle à quel point le pays est fragile et précaire. Il est impératif de mener une réforme de gouvernance afin de surmonter les obstacles structurels à la stabilité et au développement. Un engagement fort en faveur des principes démocratiques doit être une condition préalable. Nous exhortons les acteurs politiques à s'engager à nouer un dialogue pour des objectifs communs. L'échéancier électoral proposé avec un référendum constitutionnel, mais également des élections législatives, municipales, locales et présidentielles, est un plan ambitieux. Cependant, s'il est mis en œuvre de façon pacifique et ordonnée, cela pourrait être une première étape de sortie de crise. La Norvège se dit vivement préoccupée par l'exposition d'Haïti aux catastrophes naturelles en raison des changements climatiques et de la dégradation environnementale. Cela a des effets sur les moyens de subsistance, entraîne la pauvreté, le déplacement interne, ce qui, à son tour, et les troubles. Selon la FAO, Haïti figure parmi les pays connaissant la plus forte insécurité alimentaire au monde. 4,4 millions d'Haïtiens ont besoin d'aide humanitaire. Il s'agit d'un chiffre exorbitant aux très larges conséquences. Les signes de faible rendement de culture en raison de précipitations inférieures à la normale vont sans aucun doute renforcer l'insécurité alimentaire. Afin de préserver les moyens de subsistance et d'éviter davantage d'instabilité, le gouvernement doit miser davantage sur la production alimentaire sans tarder. Monsieur le Président, les niveaux élevés de violence, les violations et abus des droits de la personne sont choquants. Nous appelons à une vaste intervention du gouvernement pour lutter contre les violences locales. L'impunité pour les assassinats et les enlèvements ont entraîné un engrenage d'injustice et d'instabilité. Cela doit s'arrêter. Nous exhortons les autorités à traduire les auteurs en justice, que ce soit des membres de bandes organisées ou représentants des forces de sécurité. Nous sommes fortement préoccupés par le fait que les griefs et les grèves des principaux acteurs judiciaires sont venus exacerber les défis dans les établissements pénitentiaires, ce qui a mené à une surpopulation carcérale inacceptable. La réforme judiciaire doit recevoir la priorité. La situation des femmes et des enfants demeure également alarmante. La protection contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que l'accès aux services de santé procréative et sexuelle doit être renforcée. Nous croyons fermement qu'un processus politique avec le respect des droits, que les rapports sur les violations, les atteintes aux droits de l'homme du HCDH et du BINU nous ont permis d'en prendre davantage conscience. Il est évident
que l'exclusion, la négligence ou encore la privation de droits sont des ingrédients menant à aux conflits actuels. Nous exhortons le gouvernement haïtien à appliquer le plan d'action national sur les droits de la personne, et ce sans tarder, notamment en faisant participer les femmes pleinement à tous les aspects de la vie et notamment au processus politique. En guise de conclusion, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de réitérer que la Norvège appuie sans faille le BNU ainsi que ses efforts en vue de renforcer les capacités des institutions haïtiennes. Ceci étant dit, seuls les Haïtiens peuvent œuvrer à une solution pérenne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à la représentante de la Norvège de sa déclaration. Je donne à présent la parole à la Fédération de Russie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Nalim, de son exposé sur la situation très complexe qui prévaut en Haïti et le travail mené par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Nous remercions Madame Rock de son exposé et nous saluons la présence parmi nous aujourd'hui, Excellence le président Jovenel Moïse. Les turbulences politiques depuis plusieurs mois ont entraîné un regain d'activité des groupes criminels qui ont fait des victimes parmi tous les groupes de la population. Les citoyens ordinaires en pâtissent particulièrement alors qu'ils ont tant besoin d'un État stable, à même de régler les innombrables problèmes allant des catastrophes naturelles aux risques épidémiologiques. Et les citoyens étrangers sont également touchés. Notamment, nous avons appris aujourd'hui l'enlèvement d'un ressortissant de la République dominicaine. Nous comprenons les inquiétudes des manifestants quant à la sécurité de la société civile, sécurité dont la responsabilité principale incombe au gouvernement. Nous sommes persuadés que la détérioration de la situation est due avant tout à l'absence de consensus dans les milieux politiques. Cette polarisation a déjà entraîné l'arrêt des travaux du Parlement et ne permet pas de s'atteler au règlement des graves problèmes qui accablent le pays. En tout premier lieu, les problèmes de sécurité, sans même parler des questions humanitaires, de reprise ou de développement économique. Nous rappelons que la situation en Haïti n'est pas unique en son genre, en ce sens qu'un règlement passe toujours par une solution politique. Ce qui, à son tour, n'est possible que grâce à un large dialogue interne entre les forces politiques et la société. Et à cet égard, le Conseil de sécurité a confié un rôle de premier plan au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, dont l'une des principales tâches consiste à appuyer le dialogue interhaïtien. Nous espérons que les efforts en ce sens vont redoubler en amont des grandes étapes politiques de cette année, les élections présidentielles et législatives, ainsi que les discussions au sein de la société concernant les réformes constitutionnelles. En ce moment si important pour le pays, il est impératif de veiller à ce que toutes les opinions soient bien prises en compte. Nous saluons la volonté du secrétaire général, un soutien électoral à la demande du gouvernement de ce pays. Nous savons que d'autres pays de la région ont fait des requêtes similaires, auxquelles cependant les réactions ont varié. Nous invitons à définir un dénominateur commun quant à la fourniture d'un tel soutien. Lors de discussions précédentes au Conseil de sécurité sur la situation en Haïti, nous avions averti que si le pays continuait de prendre des décisions unilatérales, cela faisait courir un risque croissant d'escalade. Le son s'est interrompu.
Nous devons dire également que la multiplication des manifestations et des grèves à l'égard de l'exécutif sont dues à l'appareil législatif défaillant et aux craintes quant à l'indépendance du judiciaire. Il est évident qu'il faut trouver un équilibre raisonnable et trouver un accord au sein de la société à ce sujet. Et cela n'est possible que par l'entremise d'un dialogue respectueux sur la base des lois. Port-au-Prince a besoin du soutien de la communauté internationale pour éviter de creuser les dissensions dans la société, ainsi que la crise humanitaire pour qu'elle ne gagne pas le reste de la région. En tant que membre du Conseil de sécurité, la Russie va continuer à œuvrer à ce que les activités des Nations unies mènent à une normalisation complète de la situation en Haïti, au renforcement de sa souveraineté et de son autosuffisance. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant de Saint-Vincent et les Grenadines. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du Kenya, du Niger, de la Tunisie et de Saint-Vincent et les Grenadines, à 3+1. Nos remerciements vont à la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalime, pour son exposé et nous remercions le BINU pour ses efforts dans le cadre du processus de stabilisation en Haïti. Nos remerciements s'adressent également à Madame Viviane Roch, directrice de Pluriel Haïti, pour l'exposé qu'elle nous a fait et nous saluons la présence parmi nous de Jovenel Moïse, son Excellence, la présidente de la République d'Haïti. Monsieur le Président, dans un mois, le monde entier commémorera la journée internationale en l'honneur des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Nous célébrerons également la contribution du peuple haïtien, première nation noire à avoir acquis son indépendance en surmontant le colonialisme et l'esclavage. La situation actuelle en Haïti, cependant, est très inquiétante. Depuis notre dernière séance, le statu quo dans ce pays frère des Caraïbes perdure, tout comme l'impasse politique, la situation sécuritaire est instable et la situation socio-économique et humanitaire continue de se détériorer. L'imprévisibilité est particulièrement inquiétante et nous sommes préoccupés quant à cette impasse politique croissante qui pousse le pays au bord du précipice. À cet égard, nous nous rallions à l'appel de la CARICOM qui a encouragé toutes les parties à nouer un dialogue pour la paix et la stabilité. Et nous exhortons à un retour à la vie normale, à un environnement plus sûr et à l'édification d'institutions démocratiques durables. Les A3+1 continuent de suivre de très près la situation très polarisée et s'inquiètent quant à l'arrêt des travaux du Parlement depuis janvier 2020. Du fait de l'incapacité à tenir des élections législatives qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps. Cependant, nous nous félicitons de l'élaboration d'un échéancier électoral et nous invitons les protagonistes politiques haïtiens à prendre des mesures, notamment afin de parachever les modalités logistiques pour garantir le déroulement d'élections libres, honnêtes, inclusives, transparentes et crédibles. Qui plus est, nous insistons sur la nécessité de respecter la primauté du droit et les processus électoraux et de se laisser guider par l'esprit et la lettre de l'ordre constitutionnel en plaçant les besoins et les intérêts du peuple en première ligne. Nous sommes d'avis que toute solution à la crise qui prévaut doit être pilotée par les Haïtiens. Nous croyons comprendre que les vues divergent largement et que les tensions sont
très élevé. Dès lors, il importe que les parties mettent de côté leurs divergences et trouvent un consensus pour aller de l'avant. Nous appelons également les dirigeants politiques à organiser un dialogue national et à entamer une période de réconciliation nationale. Pour ce qui est de la sécurité, nous sommes consternés par le regain de violence, en particulier les activités criminelles des bandes organisées, dont les enlèvements. Qui plus est, nous sommes inquiets quant aux allégations de la participation de policiers à la coordination des bandes violentes de policiers dissidents. Nous appelons à des enquêtes à cet égard. Nous réitérons notre soutien à la Commission nationale pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion dans le cadre de la réduction des violences locales et nous encourageons le gouvernement à se doter de mesures rapides pour adopter un projet de stratégie nationale pour lutter contre les violences de proximité, ce qui permettrait à l'État et aux forces de sécurité de lutter contre les activités criminelles. Qui plus est, nous nous félicitons des ressources allouées à la police nationale d'Haïti, ce qui permettra à cette institution cruciale de s'acquitter de son mandat, notamment en démantelant les réseaux et leurs syndicats tels que le G9. Les liens entre la paix, la sécurité et le développement durable sont intrinsèquement liés à la situation des droits de la personne en Haïti. Nous déplorons que les violations en la matière, notamment contre des groupes vulnérables, nécessitent que des comptes soient rendus et que l'on mette un terme à l'impunité. Il est impératif que toutes les victimes d'atrocités, y compris Feu, Montferrier et Dorval, voient la justice au rendu. Et à cet égard, nous soulignons l'importance de respecter le droit international des droits de la personne. Plus précisément, nous regrettons l'absence de progrès dans les enquêtes judiciaires sur Livallois, Grand-Rivouine, La Saline, Bel-Air et Pont-Rouge, Cité-Soleil. Dans toutes ces affaires donc, ainsi que l'incapacité à faire appliquer les mandats d'arrêt de chefs de bandes organisées tels que Jimmy Cherizier. En effet, l'absence de réduction de comptes vient favoriser la violence des bandes organisées. Nous exhortons donc les autorités à ne pas ménager leurs efforts afin que justice soit rendue pour les victimes. L'adoption du plan d'action national sur les droits de la personne entériné en décembre 2019 par le comité interministériel haïtien sur les droits de l'homme pourrait apporter sa contribution en la matière. La situation socio-économique et humanitaire qui prévaut nécessite une aide urgente de la communauté internationale en prenant en compte les liens entre les domaines humanitaires du développement et de la paix. Dès lors, il est essentiel que les pays bailleurs de fonds continuent de contribuer au plan d'intervention humanitaire pour Haïti 2021-2022. Monsieur le Président, la communauté internationale doit fournir un appui global à Haïti pour que ce pays puisse surmonter ces graves difficultés ainsi que le sous-développement. Il est essentiel de nouer un dialogue pour remédier à cette situation de sous-développement en Haïti. Nous savons que les leçons de l'histoire ancienne et récente nous démontrent que la paix et le développement sont indissociables. Le peuple d'Haïti a déjà trop souffert. Il mérite de vivre dans la paix, dans un avenir placé sous le signe de la prospérité. Nous exhortons tous les acteurs, même si cela semble très difficile, à tisser un dialogue constructif et à œuvrer de concert à ériger une Haïti meilleure. A3 réitère son appui au BINU, à la CARICOM, à l'Organisation des États américains et appelle une fois de plus ces organisations ainsi que la communauté internationale à continuer d'accompagner Haïti dans sa quête d'une stabilité politique et socio-économique. Le Kenya, le Niger, la Tunisie et Saint-Vincent-les-Grenadines se tiennent solidaires aux côtés d'Haïti. Je vous remercie. Je remercie la représentante de Saint-Vincent et des Grenadines et je donne à présent la parole au représentant de l'Estonie.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la représentante spéciale, Madame Lalim, ainsi que Madame Viviane Roch de leurs exposés d'aujourd'hui et de leur travail, et nous les remercions de leur travail utile. Je salue également la présence de son Excellence le Président Moïse. L'Estonie est préoccupée par l'absence de stabilité politique en Haïti. En cette période critique, toutes les parties doivent mieux assumer leurs responsabilités et s'efforcer davantage de démontrer leur volonté politique. Nous demandons à tous les acteurs politiques de concilier leurs divergences grâce au dialogue pacifique. Le processus électoral et l'annonce d'un échéancier politique constitue une occasion à saisir pour régler la crise politique de longue date et rétablir la stabilité et la démocratie en Haïti. Il est crucial que le référendum sur les amendements constitutionnels en Haïti, ainsi que les élections législatives et présidentielles à la fin de l'année se tiennent de façon pacifique. Le succès des élections dépend d'une bonne préparation technique. Et il est notamment crucial que l'inscription des électeurs sur les listes se fasse sans encombre. Dans le même temps, il importe d'améliorer la situation sécuritaire. Des rapports récents concernant la montée de la violence, l'augmentation du nombre d'assassinats, d'enlèvements et de criminalité sont très inquiétants. Nous saluons la nomination d'un nouveau directeur général d'intérim. Nous encourageons les partis à redoubler d'efforts pour que cessent les activités criminelles liées aux bandes organisées. Il est important de protéger et de préserver la participation déjà de plus en plus limitée de la société civile à la vie publique. Nous reconnaissons les efforts de l'inspection générale de la PNH pour enquêter sur les allégations. Toutefois, certains responsables des services de l'ordre ont reçu des sanctions administratives pour inconduite, mais des policiers n'ont toujours pas eu de compte à rendre en justice. Nous restons préoccupés par l'absence de progrès dans les enquêtes judiciaires de la Grande Ravine, de la Saline, de Bel Air et d'autres affaires. Certaines grèves ont gravement entravé le droit à l'accès à la justice. Les conditions de détention restent catastrophiques, nonobstant les efforts soutenus par les parties prenantes pour les améliorer. Nous soulignons l'importance d'une meilleure reddition de comptes. Nous enjoignons le gouvernement d'adopter le plan d'action national sur les droits de la personne en suspens depuis 2019. Pour conclure, nous remercions la représentante spéciale et son équipe pour leurs efforts inlassables. Nous espérons que les efforts de toutes les parties augurant d'un avenir meilleur pour Haïti. Les Haïtiens méritent un État stable, axé sur la démocratie, l'État de droit et le développement durable. Je vous remercie et je donne maintenant la parole à l'Inde. Merci, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, je me félicite de la présence du président haïtien, Monsieur Jovenel Moïse. Je souhaite également remercier la représentante spéciale, Madame Lalim, ainsi que Madame Viviane Roch, de leurs exposés. Remarque de l'interprète, la mauvaise qualité du son ne permet pas une interprétation complète et précise. Nous saluons les activités déployées par la mission conformément à son mandat relevant du chapitre 6. Ma délégation, lors de la décennie écoulée. Haïti est sorti de l'épidémie de choléra, a organisé des élections, a procédé à un transfert pacifique du pouvoir, ce qui démontre bien la résilience du pays. Nous saluons le rôle important joué par la communauté internationale et ses partenaires pour aider le pays. Les Haïtiens continuent de pâtir toutefois de la crise multidimensionnelle. Haïti a connu certains développements, mais souffre de graves difficultés. La pandémie a également un impact néfaste sur la situation économique et politique.
La situation politique est fragile. S'ajoute à cela un déficit de confiance parmi les acteurs politiques. Les divergences politiques sont accentuées par des clivages concernant le droit constitutionnel. Il s'agit maintenant d'aider Haïti à consolider les acquis de la décennie écoulée et d'avancer sur la voie du développement durable. Il est crucial que toutes les parties nouent un dialogue national et s'efforcent d'organiser un scrutin digne de ce nom. À cet égard, quelques observations. Premièrement, nous prenons note de la création du comité consultatif. Ce processus consultatif avec toutes les parties doit permettre d'avancer. Un processus de réintégration, le son ne permet pas une interprétation complète et exacte. Nous nous félicitons des mesures menées pour renforcer la police nationale haïtienne et lutter contre la violence liée aux bandes organisées. Il faut rétablir la confiance de la population. Nous nous félicitons du rôle et de la nomination au niveau de l'inspection générale de la police. Pour ce qui est des différents critères, nous tenons compte des mesures prises par la mission. Nous sommes prêts à coopérer avec le BINU dans différents domaines prioritaires, notamment la justice, la lutte contre la violence de proximité et des activités d'établissement des institutions, sans oublier l'appropriation nationale. Nous engageons toutes les parties à participer à un dialogue national pour assurer la stabilité des réformes constitutionnelles et organiser des élections démocratiques dans le pays. Monsieur le Président, nous avons des relations de longue date avec les Haïtiens. Nous sommes un fournisseur de contingents de premier plan. Nous travaillons également avec des unités de police constituées. Le dernier contingent de fusiliers d'assaut a été envoyé il y a quelques années. C'est un travail très utile qui est effectué ainsi dans le pays. Juste à 30 millions de dollars au pays. Nous avons démontré très concrètement notre solidarité. Nous avons apporté une aide financière après l'ouragan Matthew. En juillet 2020, un projet d'1 million de dollars a été approuvé. L'Inde aide Haïti à lutter contre la pandémie. Nous allons envoyer 10 000 doses de vaccins. Nous aidons les Haïtiens à devenir plus résilients et à surmonter les difficultés actuelles. Remarque de l'interprète, interprétation incomplète. Je remercie l'Inde. Et je donne maintenant la parole au Vietnam. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'entrée de jeu saluer très chaleureusement son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, président d'Haïti. Je voudrais remercier
la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalime, de son exposé instructif. Et je remercie également tout le personnel des Nations Unies de son dévouement en ces temps difficiles. Je remercie également Mademoiselle Viviane Roque de nous avoir fait part de l'évolution récente de la situation en Haïti. Monsieur le Président, nous nous inquiétons de l'absence de progrès dans différents domaines en Haïti, comme le démontre le rapport du secrétaire général. La violence perdure et nous assistons à une augmentation du nombre d'enlèvements, notamment dans le cadre de la criminalité des bandes organisées, et ce dans différentes régions du pays, ce qui n'a fait qu'aggraver la stabilité existante. Les clivages politiques et l'absence de dialogue pour parvenir à un accord politique ont aggravé l'impasse politique actuelle. C'est une grande perte pour les Haïtiens. Face à cet état de choses, je voudrais souligner les 3 éléments suivants. Premièrement, les conditions de sécurité. Nous sommes préoccupés. Difficultés de longue date, notamment la montée récente de la violence liée aux bandes organisées et aux enlèvements dans différentes régions du pays. Les femmes, les enfants et d'autres groupes vulnérables sont visés par la violence et continuent d'être en marge de la vie politique du pays. À cet égard, nous sommes vivement préoccupés par un rapport faisant état d'une attaque contre une équipe de tournage le week-end dernier en Haïti, et 2 citoyens dominicains de l'équipe ont été kidnappés. Nous condamnons fermement ces incidents violents. Des efforts sont en cours pour lutter contre la criminalité. Nous nous en félicitons, mais nous enjoignons le gouvernement et les autorités locales haïtiennes à assumer leurs responsabilités, et nous leur demandons de démanteler les bandes organisées, les organisations criminelles. Ces mesures devraient être prises pour faire cesser la violence et pour mieux protéger les groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, face aux impacts négatifs de l'impasse politique et dans le domaine socio-économique. Nous faisons écho à l'appel lancé par le secrétaire général pour que les autorités établissent un cadre national complet de gestion des armes et des munitions conformément aux instruments et aux normes internationales. Deuxièmement, les progrès politiques, les clivages politiques, l'incertitude entourant l'organisation des scrutins constituent encore des difficultés considérables qui entravent les réformes constitutionnelles. Et ceci est une des premières causes de l'instabilité en Haïti, ce qui a attisé les manifestations contre le gouvernement. Dans ce contexte, 2021 sera une année cruciale pour Haïti, notamment pour la tenue du scrutin. Nous enjoignons donc toutes les parties à redoubler d'efforts pour conclure un accord politique sur les modalités et le calendrier des élections, et ce, en trouvant des solutions acceptables pour tous les acteurs haïtiens, y compris les jeunes et les femmes. Comme par le passé, nous demandons aux Nations Unies et à la communauté internationale d'accorder des ressources prioritaires et sans conditions préalables pour la tenue pacifique d'élections et pour accroître l'assistance aux citoyens haïtiens qui en ont besoin. Troisièmement, la réconciliation. Nous soulignons l'importance de l'unité nationale pour Haïti. Nous demandons aux autorités haïtiennes et à toutes les parties concernées d'accorder la priorité aux intérêts de la population, et nous leur demandons de faire montre de compréhension et de confiance pour concilier les positions divergentes. Nous pensons que c'est la seule solution pour trouver un terrain d'entente et pour sortir de l'impasse. Enfin et surtout, nous félicitons la BINU et l'équipe de pays des Nations Unies pour les efforts inlassables déployés. Et nous voudrions une nouvelle fois appuyer le peuple haïtien dans sa quête de paix, de sécurité, d'unité et de développement dans le pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci au Vietnam de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la Chine. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Lalime, de son exposé. Nous nous félicitons également de la déclaration de la représentante de la société civile haïtienne et du président. La pandémie est aggravée par... La pandémie, va de pair avec une situation économique et politique difficile, accroissant les souffrances du peuple haïtien.
Haïti est encore en proie à une crise économique et sociale. Les Haïtiens semblent avoir perdu confiance en l'avenir. Le gouvernement et les dirigeants haïtiens devraient être les premiers à être tenus responsables de ce désespoir. Les partis politiques, depuis longtemps, sont empêtrés dans toute une série de différends. La corruption est une réalité. 2021 est une année cruciale pour Haïti. Le secrétaire général, dans son rapport, décrit 2021 comme étant un véritable tournant. Le référendum constitutionnel prévu pour avril et les organisations parlementaires vont dans une large mesure façonner l'avenir du pays et le sort de sa population. La Chine appuie l'appel lancé par le secrétaire général. Nous engageons toutes les parties politiques à abandonner leurs intérêts étriqués. Nous leur demandons d'assumer leurs responsabilités et nous leur demandons d'écouter le point de vue de tous et de toutes et nous leur demandons d'organiser un référendum sur la base d'un consensus, sur la base du dialogue et de consultation, afin de réunir les conditions nécessaires au rétablissement de la sécurité et du développement dans le pays. La Chine salue le dévouement et les efforts des Nations Unies pour aider les Haïtiens. Nous appuyons la BINU qui ne ménage aucun effort pour promouvoir le dialogue politique en Haïti ainsi que la tenue réussie d'élections. Dans le même temps, les années d'expérience ont montré que si toutes les parties politiques en Haïti n'assument pas leurs responsabilités et n'affichent pas la volonté politique requise, et si elles n'œuvrent pas ensemble dans le sens de la stabilité et du développement, tous les efforts, toute l'aide apportée seront vains. Depuis les années 90, les Nations Unies ont investi des ressources considérables pour extirper Haïti de la crise. Ces 30 dernières années, le Conseil de sécurité a successivement déployé la MANU, la MITNU, la MINUSTA, la MINUJUST et maintenant les Nations Unies ont mis sur pied le BINU. Le coût total de ces opérations approche les 8 milliards de dollars. De surcroît, différentes institutions spécialisées du système des Nations Unies et des partenaires des Nations Unies ont déployé des efforts colossaux pour établir des droits de la personne. Les montants dépensés à cette fin sont absolument hallucinants. Tous ces investissements ne semblent pas avoir été appréciés à leur juste valeur. Ils ne semblent pas avoir été utilisés sagement, ils n'ont pas donné les résultats escomptés, visiblement. Je voudrais souligner une nouvelle fois qu'il n'y a pas de solution extérieure à apporter aux problèmes haïtiens. Nous devons tirer les enseignements de l'expérience et nous devons évaluer la situation à la lumière de ce qui se passe. Et nous devons réfléchir à l'avenir de la présence des Nations Unies en Haïti et nous devons éviter des investissements non fructueux. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank the representative. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Mexique. Monsieur le Président, je veux souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur Moïse, président d'Haïti. Je veux remercier l'envoyé spécial Hélène Limé et Viviane Roque de leur présentation. Entendre la voix de la société civile, c'est de la plus haute importance pour les travaux de notre Conseil. Aujourd'hui, nous traitons de la situation dans un pays
qui est un pays sœur du Mexique. Nous avons des relations amicales étroites. C'est le premier pays qui est devenu indépendant dans la région. Pour mon pays, la situation à Haïti, c'est une priorité. La prospérité d'Haïti sont des questions importantes pour le continent américain. La violence récente, les dissensions récentes sont une source de grande préoccupation en Haïti et nous devons mener des efforts collectifs pour un renforcement de la démocratie, ce qui serait suivi de la stabilité économique et sociale. L'année 2021 est une année cruciale pour la transition vers la démocratie en Haïti et nous exhortons les autorités et tous les acteurs nationaux, avec le soutien de la communauté internationale, à travailler ensemble pour garantir des élections pacifiques, transparentes, avec la participation de tous. Nous prenons acte de la proposition d'organiser un référendum constitutionnel. J'espère que les conditions nécessaires pour garantir la participation de toute la société, que ces circonstances, que ces conditions soient garanties et de façon pacifique. Et nous demandons à ce qu'il n'y ait aucune ressource qui soit épargnée pour avoir un référendum véritablement démocratique et que les résultats en reflètent la volonté du peuple haïtien en Haïti. Compte tenu de l'importance vitale des élections qui vont avoir lieu cette année et pour garantir une politique démocratique, compte tenu des demandes fournies pour aider Haïti, le Mexique peut offrir, si cela est accepté, le Mexique peut offrir une formation technique aux autorités électorales haïtiennes afin de contribuer à l'organisation des élections. Nous apprécions et soutenons les activités du BINU pour le renforcement institutionnel, la stabilité et le développement du pays. Le rapport du secrétaire général indique que la situation est délicate pour le peuple haïtien. Nous prenons acte des actions entreprises pour apporter une réforme importante dans le domaine de la politique nationale et pour surmonter les obstacles structurels qui existent. Nous nous félicitons du plan des Nations Unies selon lequel la coopération et une coordination étroite avec et au sein de l'équipe de pays est absolument fondamentale pour renforcer les capacités institutionnelles haïtiennes et pour promouvoir le développement durable. Pour le Mexique, il est très important que le BINU ait des communications faciles soutenant les autorités haïtiennes dans leurs efforts pour mettre au point une stratégie traitant des causes profondes qui ont conduit à la discorde et à dissension dans la société. Nous sommes très préoccupés par la violence des gangs et nous espérons que très prochainement, une stratégie nationale sera approuvée pour réduire la violence au sein de la société et nous exhortons à la mise en place d'un cadre général national pour la gestion des armes et des munitions, et ce conformément aux directives internationales pour la maîtrise des armes. Nous saluons le gouvernement d'Haïti pour sa décision pour aligner sa stratégie de développement sur le programme à l'horizon 2030, des Nations Unies pour les priorités définies par le pays lui-même. Compte tenu des difficultés liées à la COVID-19 et à la pandémie, le Mexique veut souligner son soutien
pour la composante sociale du développement, pour fournir un redressement durable tel qu'indiqué dans le mandat du BINUP, et nous soulignons le besoin du succès des 3 piliers. Les travaux du groupe consultatif de l'ECOSOC pour Haïti, où le Mexique a participé de façon active, cela a contribué au recensement des grands besoins de Haïti. Et dans le cadre du projet de coopération scientifique promu par le Mexique et la région, nous continuerons pour fournir un soutien à la mobilité des étudiants, pour renforcer notre coopération dans le domaine de la protection civile quand des catastrophes naturelles se produisent. Monsieur le Président, nous sommes préoccupés par la situation des droits de l'homme telle qu'indiquée dans le rapport du secrétaire général et par les conclusions du rapport du haut-commissaire des droits de l'homme et du BINUB. S'agissant de la responsabilité et du recours excessif à la force, les attaques perpétrées contre les défenseurs des droits de l'homme, contre membres de la société civile, cela est inadmissible. Et nous soulignons le besoin de respecter pleinement la liberté d'expression. L'indépendance du judiciaire est un autre élément clé pour ramener la stabilité en Haïti. La voie conduisant à la consolidation démocratique exige des juges, des tribunaux qui puissent juger en toute liberté, décider en toute liberté et pour le renforcement de l'état de droit. Monsieur le Président, le Conseil ne doit épargner aucun effort pour garantir le succès de ce modèle de transition de toute mission politique spéciale. À cette fin, il est vital que le travail des agences soit coordonné ainsi que des fonds et des programmes des Nations Unies qui sont sur le terrain. À cet égard, il serait utile d'envisager d'ouvrir à Haïti un bureau du haut-commissaire des droits de l'homme. Cela aiderait également de promouvoir la coordination des efforts, une meilleure coordination des efforts du Conseil de sécurité, de la CCP et de l'ECOSOC. Et enfin, j'aimerais souligner que les décisions sur l'avenir d'Haïti relèvent exclusivement du peuple haïtien. Nous sommes disponibles pour aider le peuple haïtien à surmonter la situation très complexe dans laquelle il se trouve aujourd'hui grâce à un processus démocratique où les intérêts de la majorité prévaleront dans le strict respect des droits de l'homme, permettant de jeter les bases de la prospérité à venir, comme y aspiraient les libérateurs de Haïti il y a plus de 200 ans. Merci. Je remercie le représentant du Mexique et je donne maintenant la parole au représentant de l'Irlande. Merci le représentant spécial du secrétaire général, Madame Lalime, pour son intervention aujourd'hui. Et je tiens à reconnaître la présence de son Excellence, Monsieur Mose, président de la République d'Haïti, et aussi je voudrais souhaiter la bienvenue chaleureuse à Madame Rock. Monsieur le Président, on ne peut pas nier que la réunion d'aujourd'hui a un sens d'urgence. La situation en Haïti, comme l'a décrit le dernier rapport du secrétaire général, mérite, je dirais, exige l'attention de ce Conseil. Requires the attention of this council. Should I stop, Mr. President? Thank you very much. May I just ask, I give the floor to the representative of Ireland. Je vous demande à tous de fermer vos microphones. L'Irlande. Depuis trop longtemps, le peuple haïtien souffre d'une série de crises entremêlées et interconnectées.
Ce sont des crises politiques, constitutionnelles, sécuritaires, économiques et bien sûr humanitaires. Compte tenu des contraintes de temps, Tout d'abord, le besoin inévitable pour un dialogue véritable pour tous, inclusif. Le climat politique en Haïti demeure très tendu. La confiance dans l'état de droit, dans le système politique, c'est le socle même du fonctionnement d'une démocratie. L'annulation des élections législatives, la dissolution du Parlement et l'utilisation fréquente et large des décrets présidentiels renforcent la défiance dans le système politique et creusent euh, la fracture entre les acteurs politiques. L'année à venir est une occasion de rétablir et de revitaliser la démocratie. Il est essentiel d'inscrire les électeurs et garantir que tous les Haïtiens qui ont le droit de vote puissent voter. Et il est particulièrement important que la voix des femmes et des jeunes, en particulier, soit entendue. Pour être bien clair, nous pensons que le calendrier électoral ambitieux du gouvernement ne peut réussir que si la confiance, la participation pénètre tout l'éventail politique. Nous appelons toutes les parties à dialoguer de façon urgente et à participer à ce dialogue pour tous. La réforme constitutionnelle doit être gérée avec soin, y compris via les consultations publiques appropriées. Une fois encore, cette consultation doit inclure la voix des femmes et des jeunes. Nous reconnaissons la protection de l'espace civique et notamment le droit de manifester comme étant un droit essentiel pour la prospérité de la démocratie. Nous regrettons les arrestations récentes de responsables politiques et de personnalités de la société et nous demandons la protection des journalistes et des manifestants pacifiques. Nous sommes particulièrement inquiets de la redéfinition récente du terrorisme, incluant les actes de manifestation légitime. Deuxièmement, les citoyens les plus vulnérables de Haïti sont ceux qui souffrent le plus suite à la détérioration de la sécurité. Les chiffres d'homicides, de viols, de rapts, d'enlèvements sont choquants. Ceux qui sont responsables de ces crimes doivent être tenus responsables. Les conséquences de la violence et de l'impunité sur les femmes, les jeunes, les enfants est de la plus haute préoccupation. 95,9% d'augmentation des atteintes des droits de l'homme ont été enregistrées par la mission. C'est particulièrement frappant. Aucune société ne devrait vivre avec ce niveau de violence et de peur. Nous exhortons le gouvernement à accorder la priorité à l'adoption d'un plan national d'action des droits de l'homme et pour approuver une stratégie de réduction de la violence, stratégie nationale pour l'ensemble de la société. L'Irlande se félicite des acquis en termes de réforme de police, mais demeure préoccupée par les défis qui demeurent dans le système pénitentiaire et judiciaire. La fin de l'impunité est essentielle pour pouvoir établir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants. Le renvoi ce mois-ci de 3 juges de la Cour suprême est inquiétante et nous exhortons et nous nous opposons à toute tentative de saper le rôle d'un judiciaire indépendant. Nous reconnaissons le rôle important de la CCP en Haïti, en particulier les projets pour un accès aux services d'aide judiciaire pour les femmes et les jeunes. C'est tout à fait précieux et cela facilite leur participation aux initiatives de consolidation de la paix. C'est ainsi que l'on atteint la paix durable. Et en partant de la base, en allant vers le haut, avec la participation véritable des femmes et des jeunes, et sur un pied d'égalité. Le peuple d'Haïti ne mérite rien de moins qu'une vie dans la paix, sans intimidation ni violence. Troisièmement, j'en viens aux difficultés liées à la prestation de services de base et aux besoins humanitaires chroniques de plus de 4,4 millions d'Haïtiens.
comme nous avons pu le lire dans le rapport du secrétaire général. Nous saluons le travail fait par le PAM pour aider les Haïtiens à ne pas connaître la famine. Toutefois, nous savons que leurs souffrances ne sont pas inévitables. Les ONG internationales comme l'organisation irlandaise GOAL indiquent que les besoins humanitaires sont causés par la violence, l'insécurité, la vulnérabilité sur le plan climatique et l'instabilité dont nous avons discuté aujourd'hui. Une fois encore, les plus vulnérables dans la société sont contraints d'emporter le plus lourd tribut, d'en subir le plus lourd tribut. L'éducation en particulier, celle des filles, est un cas pour nous, pour la consolidation de la paix, la sécurité et promouvoir l'égalité entre les sexes. Environ 30% des garçons et des filles ne sont toujours pas scolarisés suite à l'année perdue et on ne peut pas permettre de ne pas les aider. Madame Rock a montré clairement la dynamique actuelle qui existe au sein de la jeunesse haïtienne. La communauté internationale doit être à la hauteur de leurs attentes. Nous sommes d'accord avec le représentant spécial que l'année 2021 pourrait être un moment charnière en Haïti. Il est crucial que le BINU donne son soutien absolu pour résoudre la crise constitutionnelle et politique et réalise pleinement son mandat. Je voudrais encore une fois réitérer notre profond soutien pour le BINU, la famille d'agences onusiennes et tous les acteurs qui travaillent avec le peuple haïtien pour construire un nouvel avenir basé sur une transition pacifique de pouvoir, un système politique et économique stable et sans doute une société sans intimidation ni violence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la représentante de l'Irlande de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la France. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier la représentante spéciale, Madame Lalime, pour sa présentation extrêmement éclairante, ainsi que celle de Mademoiselle Rock pour son témoignage émouvant, et saluer la présence parmi nous du Président Moïse Jouvenel. Monsieur le Président, la France observe avec une grande préoccupation la dégradation de la situation en Haïti. Nous l'avons répété maintes fois, la solution à la crise actuelle est politique. Et comme nous le savons, faute d'élections, le Parlement ne siège plus depuis 1 an déjà. Les autorités haïtiennes gouvernent par décret et certains de ces décrets sont une source d'inquiétude, notamment celui créant l'Agence nationale d'intelligence, celui élargissant l'imputation de terrorisme ou encore celui qui a conduit au renvoi de 3 juges pourtant inamovibles selon la Constitution. Je le dis sans ambiguïté, cette situation n'est pas tenable sur le long terme. Des élections ont été annoncées cet automne et c'est un pas dans la bonne direction, bien sûr. Encore faut-il que ces scrutins contribuent à une sortie de crise et ne rajoutent pas à la confusion actuelle. Selon nous, 3 conditions doivent être remplies afin qu'Haïti retrouve le chemin de la stabilité. Premièrement, des conditions de sécurité minimales doivent permettre au scrutin de se tenir dans des conditions satisfaisantes. Deuxièmement, les autorités doivent accélérer la distribution des cartes d'identification afin de garantir une participation électorale la plus large possible. Troisièmement, un juge électoral impartial doit être établi de manière à ce que les résultats en soient acceptés par tous. Une révision constitutionnelle a par ailleurs été annoncée. Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur ce processus, mais nous souhaitons seulement que les forces vives du pays puissent être en mesure de débattre du texte, de ses implications institutionnelles de long terme et surtout qu'ils n'aboutissent pas à retarder encore davantage le déroulement des différents scrutins. Monsieur le Président, en matière de sécurité et de respect des droits de l'homme, les autorités doivent faire davantage. Je pose la question sans détour. Comment est-il possible aujourd'hui que Jimmy Cherizier soit encore en liberté? Les responsables des massacres de La Saline ou de Bel-Air doivent être traduits en justice. Je constate également que l'enquête sur l'assassinat de Montferrier-Dorval ne progresse pas. La lutte contre l'impunité doit être la priorité des autorités. Face à la recrudescence des violences, et en particulier l'enlèvement par les gangs, l'État haïtien doit redoubler d'efforts. La police nationale d'Haïti doit voir ses moyens encore augmentés et consolidés, et elle se doit d'être irréprochable pour faire respecter l'État de droit. Il faut regarder la situation avec lucidité. La crédibilité des institutions est profondément ébranlée aujourd'hui en Haïti.
en particulier par les affaires de corruption qui ruinent la confiance de la population. Près de 4 millions d'Haïtiens vivent dans l'extrême pauvreté et souffrent d'insécurité alimentaire, comme plusieurs de mes collègues l'ont rappelé. Cette situation ne peut qu'accroître les fractures sociales et les tensions. Monsieur le Président, le travail de la représentante spéciale du secrétaire général et de toute l'équipe de la BINU est absolument indispensable et nous lui rendons hommage. Ce travail en appui au dialogue politique en matière de gouvernance est absolument essentiel. En conclusion, je souhaite réaffirmer que la France, à titre national, mais aussi à travers l'action de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie, se tient plus que jamais aux côtés d'Haïti et des Haïtiens. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la France de sa déclaration. Je vais à présent prononcer une déclaration en ma qualité de représentante du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni se félicite des activités du BINU et de la représentante spéciale Lalim, en particulier vos efforts, Madame Lalim, afin de garantir une intervention intégrée des Nations Unies face aux innombrables défis que rencontre le pays. Dans le même temps, nous sommes vivement préoccupés par la situation politique, sociale et humanitaire, ainsi que l'aggravation des problèmes que rencontre la population. L'impasse politique qui perdure est très préoccupante. En cette année qui devrait être placée sous le signe du renouvellement démocratique pour le peuple haïtien, nous exhortons tous les acteurs politiques à essayer de trouver un terrain d'entente afin de réunir les conditions propices au bon déroulement des processus démocratiques. À cet égard, nous nous félicitons de l'engagement du BINU à appuyer et faciliter les processus démocratiques de 2021 en travaillant étroitement avec les principales institutions. À l'appel lancé par le secrétaire général dans son rapport encourageant les autorités nationales à ne pas ménager leurs efforts pour surmonter les difficultés logistiques des élections, en particulier l'inscription des citoyens sur les listes d'électeurs. Nous partageons les préoccupations du secrétaire général quant à la situation des droits de la personne qui se détériore, en particulier le foisonnement de rapts et de violences liées aux bandes organisées. Toute impunité pour les auteurs de violations des droits de la personne risque de miner la stabilité du pays et de mettre en péril les vies des Haïtiens. Nous restons inquiets quant à la situation humanitaire et en particulier la précarité des femmes et des enfants, tout cela aggravé par les menaces économiques et sanitaires de la COVID-19. Nous encourageons tous les acteurs à coopérer avec la communauté internationale et les Nations Unies afin de relever ces défis. Je reprends mes fonctions de président du Conseil de sécurité. Il n'y a plus aucun orateur inscrit sur la liste des orateurs, mais je voudrais voir si le président Jovenel Moïse voudrait répondre brièvement aux questions posées, aux observations faites. Je pense que vous ne le souhaitez pas. Je ne vais pas répondre maintenant à la question parce que je suis bien édifié. Mr. President, if you have any other... Monsieur le Président, si vous souhaitez encore faire des observations, je vous en prie, vous pouvez le faire à présent. Merci, je voulais seulement ajouter un point que je vois que tout le monde est soucieux sur ce point-là. C'est le décret que nous avons pris pour les 3 juges au niveau du pouvoir judiciaire. Je voulais éclaircir pour le Conseil de sécurité cette décision parce que, en fait, comme vous le savez, nous avons pris la décision, c'est justement, nous n'avons pas révoqué les juges, nous avons donné à ces juges la possibilité de faire droit à leur pension parce que, comme l'article 5 du décret de 2007 l'a si bien dit, parce que je vois que vous avez évoqué l'inamovibilité des juges. Les juges sont inamovibles, certes, mais l'article 5 du décret de 2007 est clair. Les juges de la Cour de cassation ne peuvent pas participer aux affaires politiques. Et d'ailleurs, le président de la Cour de cassation, je ne sais pas ce que vous êtes au courant, et je demande à mon ministre des Affaires étrangères de vous faire parvenir en fait la position du président de la Cour de cassation. Non seulement le président a une position verbale, mais il a une position écrite aussi, pour voir qu'il a même demandé à certains juges qui veulent participer dans les affaires politiques
de démissionner et d'aller dans ces affaires politiques. Je voulais éclaircir ce point pour vous. C'est ce point que je voulais éclaircir. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence le président Moïse de cette nouvelle intervention. Je le remercie également d'avoir pris part à la présente séance. Il n'y a donc plus d'orateurs inscrits sur la liste. Nous en avons donc terminé avec cette partie de la séance retransmise en direct et nous allons passer en consultation. Merci.